Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Simon Duguet. Insatiable explorateur de sa terre de cœur, le Beaufortain, mais aussi du monde, Simon capture avec vérité l'essence brute du trail à travers son objectif de photographe et de vidéaste. Il va nous donner à entendre lors de cet échange enregistré chez lui à Beaufort la dualité de son profil, celui de coureur et de créateur. Côté face, Simon va nous faire revivre sa TDS 2022, une course qui a profondément marqué son parcours de coureur et au-delà de ça, son parcours d'homme. Un ultra qui s'est hélas soldé par un abandon et une profonde remise en question. Côté pile, il va nous emmener à ses côtés dans son rôle d'observateur privilégié du trail dans 2 courses épiques qu'il a été amené à suivre de près en 2023. La Hard Rock d'Aurélien Dunant-Palaz et la Diagonale des Fous de François Daen. Vous allez vivre une rencontre majeure avec Simon. Un double épisode d'une densité rare. Mais je ne vous en dis pas plus. Simon va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Profondeur de champion. Simon, on est reparti pour la deuxième partie. Allez, c'est repartir. Hein. Ça valait le coup cette petite pause déj là à Beaufort, tu me fais découvrir les sweet spots locaux. Exactement, la maison d'Oron, dédicace. Ouais, spécial dédicace, c'était très, très agréable, très sympa. Je te propose, Simon, qu'on revienne donc dans cet épisode sur la genèse de ton activité professionnelle, que tu nous racontes un peu comment tout ça est né, comment tu l'as développé, un peu tes perspectives et ta vision sur la suite, et puis globalement tout ce qui t'anime dans la partie photo et vidéo et la créativité au sens plus large. Et puis ensuite, place à la Hard Rock d'Aurélien Dunant-Palaz que tu as suivi de près pour un film qui s'appelle The Gold Rush, et François Daen que tu as suivi sur la récente Diagonale des Fous. Là, c'est un suivi photo. C'est quelqu'un que tu côtoies régulièrement et sur lequel tu auras sûrement beaucoup de choses à nous raconter d'extrêmement intéressant. Simon, ton intérêt pour la photo et la vidéo, alors je ne sais pas par lequel des deux tu es rentré en premier, je ne sais pas si c'est important de les distinguer ou pas, mais en tout cas cette démarche en tout cas esthète, à quel moment tu as commencé à t'intéresser au sujet, et puis est-ce que entre le moment où tu as commencé à t'intéresser au sujet et puis le moment où tu as consacré du temps, de l'énergie, des moyens, est-ce qu'il y a eu un gap de temps ou est-ce que tout ça s'est enchaîné ? J'ai eu un jour un besoin assez concret d'image qui explique que je me suis mis à la photo d'abord. J'ai eu une période de ma vie avant celle que j'ai aujourd'hui où j'étais journaliste, et donc pour les besoins de reportage, j'avais toujours besoin d'images pour illustrer les articles que j'écrivais, et donc c'est un peu comme ça que je me suis dit, et ça serait quand même pas si bête de les faire moi-même, les images, ça serait un peu plus rapide, et en termes de droit d'image, ça serait un peu moins compliqué. Donc c'est un peu comme ça que je me suis mis à la photo de façon très concrète. Mon intérêt pour la photographie est plus ancien, pour le documentaire aussi. C'est ça qui me lie à la vidéo à l'origine, est plus ancien. Je suis un énorme passionné de sport et de documentaires sportifs depuis très longtemps. De là est née une vraie passion pour l'objet documentaire, ce que ça représente, et donc tout ce que ça entraîne. Comme je suis aussi très friand de matos, quel que soit le sujet, forcément après il y a eu des questions de comment on faisait des images, comment on faisait une belle image, toutes ces problématiques-là qui étaient liées à ça. Ça a d'abord été concrètement des besoins pour mon métier de journaliste, que j'ai commencé à faire de la photo, mais l'intérêt est plus ancien. Tu as tout de suite su ce que tu voulais traduire avec tes photos, ou est-ce que vraiment il y a quand même cette construction de style, de patte, ou est-ce que tu avais quand même déjà des choses qu'on peut retrouver dans ton travail d'aujourd'hui qui étaient déjà, en tout cas les premières graines ou l'esprit déjà à l'époque sur tes toutes premières initiatives ? Je dirais que ça a quand même beaucoup évolué, ne serait-ce que par la maîtrise technique. Pour quelqu'un comme moi qui est purement autodidacte, forcément on apprend tous les jours, on continue d'apprendre, et je pense que les plus grands professionnels apprennent encore tous les jours, et heureusement, le jour où on arrête d'apprendre, je pense que c'est plus très intéressant finalement.
Donc d'un point de vue technique, c'est évident que j'ai évolué. La raison profonde de pourquoi je fais de la photo et ce qui m'intéresse dans la photo, ça pourrait être aussi appliqué finalement à ce que je fais en vidéo. Ça, pour le coup, ça n'a pas vraiment changé. Depuis le départ, ma motivation profonde, c'est raconter des histoires. Il y a 1000 façons de raconter une histoire, mais la raconter par une image, ou par des images, ou par 25 images par seconde, en l'occurrence, quand on parle de vidéo, ça apporte, en tout cas à mon sens, quelque chose de très singulier qui décuple les émotions, je trouve. C'est ça qui m'a plu en fait, dans le fait de faire des images. Et quand j'ai découvert un peu cet univers qui s'ouvrait à moi, je me suis rendu compte que je pouvais faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire raconter des histoires, mais par un outil qui permet de décupler certaines choses particulières là-dedans. À partir du moment où tu as eu une maîtrise technique un peu plus avérée, enfin quand tu n'avais plus en tout cas de limitants de ce côté-là, ou en tout cas moins, c'est quoi la singularité que tu as cherché à apporter? Enfin tu vois, est-ce qu'il y a l'espèce de constante qu'on peut retrouver, je pense assez facilement aujourd'hui dire que cette photo est de toi, je trouve, ce qui est quand même gage de qualité et de talent. C'est quoi la patte Simon Duguay, comment tu la définirais? Je dirais que j'ai une approche assez journalistique de la photo. J'aime qu'une photo ne trahisse pas ce que je suis en train de voir. Et de ce fait-là, je suis pas le premier intéressé par la photo qui est purement stylistique ou qui est juste là pour être belle. En fait, ça, c'est pas la photo qui va moi me toucher. Quand je fais une photo, quand je garde une photo, puisque c'est plutôt comme ça que je devrais le présenter, parce que des photos, on en fait des milliers. Finalement, je trouve que la magie, elle se fait aussi au moment où on la sélectionne, pas qu'au moment où on la fait. Quand moi, je sélectionne une photo, je la sélectionne parce que j'ai l'impression qu'elle va raconter quelque chose que j'ai vécu et que donc, du coup, je vais retranscrire à travers la photo. Et concrètement, comment ça se traduit? C'est, si on regarde un peu mes photos, c'est parfois des détails, c'est beaucoup des choses qui vont soit raconter une émotion que quelqu'un vit. Je suis très attaché à l'humain dans la photo. Je fais très peu de photos de paysages. Pour autant, j'habite dans des endroits incroyables et j'aime faire des photos de montagne. L'absence de mouvement, c'est ça qui te... L'absence de mouvement, ça c'est un point essentiel. Prendre en photo une montagne, un beau paysage, ça peut raconter quelque chose. Par contre, moi j'ai un attachement particulier pour l'humain et l'histoire que l'humain, il y a derrière l'humain. Si on regarde mes photos, je pense 95% de mes photos, il y a un humain qui est dessus et un humain qui est en train de vivre quelque chose. Et dans 0,1% des cas, il est dans une flaque d'eau, les bras en croix. Ça arrive et du coup ça fait des photos dont je me souviendrai en tout cas. On se croise pas mal dans une année, alors on n'a pas toujours le temps de se parler parce qu'on est un peu tout feu tout flamme l'un et l'autre, mais j'ai quand même ce sentiment un peu irrationnel presque. Mais maintenant j'ai l'habitude de te chercher là où sont pas les autres photographes, sur une situation. J'ai l'impression que tu as toujours ce truc d'aller chercher ce pas de côté, cet angle différent de finalement... Évidemment que chacun cherche à créer son style et faire des choses différentes, mais je trouve que tu as toujours cette logique. Et maintenant, physiquement, sur une scène où il se passe quelque chose d'important sur une course, je sais que tu vas avoir le point de vue qui sera en contre-plongée, là où tout le monde est en plongée. Enfin, voilà, c'est aussi ce que tu cherches, toi. Tout à fait, ouais. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est vraiment crucial dans la manière dont je vois mon métier. C'est encore plus vrai en photo qu'en vidéo. C'est qu'en fait, tu parlais de mouvement tout à l'heure, et pour moi, c'est essentiel. Et en fait, j'ai besoin de faire mon métier en mouvement. Je peux pas considérer mon métier comme être à un point et attendre que ça se passe. J'ai besoin d'être actif, être acteur aussi. C'est pas parce que je suis là pour raconter l'histoire des autres que moi-même, en fait, je considère que ce que je suis en train de faire, c'est aussi une part finalement de ce que je vais raconter. Si j'ai fait 1000 mètres de dénivelé pour aller à tel endroit parce que je sais qu'à ce moment-là, il peut se passer quelque chose à cet endroit-là en montagne, ce process-là, dans la photo que je vais faire, ça va compter parce que cette photo, moi, je vais l'avoir faite là où certains l'auront peut-être pas faite. Par contre, ça va aussi raconter un processus, une manière de comment j'ai imaginé faire la photo à cet endroit-là, pourquoi j'ai imaginé qu'il peut se passer quelque chose à cet endroit-là. Et donc, en fait, dans l'histoire de la photo, il n'y a pas simplement ce que je suis en train de raconter, ce que je suis en train de prendre, il y a aussi comment je suis en train de le retranscrire. Et en fait, je pense que c'est aussi hyper important dans ce qu'on est en train de raconter. Il y a aussi la manière. La manière, je pense que ça compte. Est-ce qu'il y a un point commun aussi qu'on pourrait trouver au-delà de toi, de ton point de vue, de ta démarche, dans les gens que tu vas photographier? Ce que tu cherches chez eux, ce qui les lie finalement tous, c'est quoi? C'est un instant de vérité, un instant de fragilité, de dénuement? Est-ce que ça peut exister ou finalement tu vas chercher des situations tellement différentes qu'on ne peut pas tisser de lien entre chacun? Quand on regarde les gens que j'ai beaucoup photographiés ces dernières années, il y a quand même... En fait, j'aime chercher les failles chez les gens parce que je pense que c'est là où on comprend les choses. On en parlait dans l'épisode précédent un peu de mes propres failles. Je pense que ça explique beaucoup de choses de qui je suis et je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est pour ça qu'on m'a déjà fait la remarque et en fait, j'aime aussi raconter des choses qui sont tristes, qui se finissent pas bien. C'est même souvent les plus belles histoires, souvent racontées à mon sens.
Parmi les gens que je photographie régulièrement, il y a des gigantesques champions, c'est des légendes, mais c'est aussi quasiment tout le temps des gens qui ont échoué. Et moi, c'est des choses que je trouve hyper beau à raconter, en fait, parce qu'après l'échec, il y a un jour où ça fonctionne. Et ce jour-là, en fait, il n'y a pas plus beau que réussir après avoir échoué. J'aime aller chercher ces failles-là chez les plus grands, et je pense que même un champion comme Kylian, qui a finalement quasiment jamais échoué dans sa vie, j'ai jamais fait de choses avec Kylian, mais ça m'intéresserait justement, l'angle que moi j'aimerais creuser chez lui, c'est plutôt ses failles plutôt que l'immense champion qu'il est. Tu as photographié un certain nombre d'athlètes et des personnes iconiques de ce sport. Tu arrives toujours à avoir des choses différentes, tu arrives toujours à toi renouveler le regard que tu portes sur eux, parce que finalement, c'est ces gens-là à la croisée du moment qui se passe. Enfin, c'est un instant fois cette personne qui va donner quelque chose de forcément différent et sur lequel toi tu vas t'enthousiasmer, trouver un truc qui va toi-même te surprendre, toujours. Avec le temps, j'ai besoin quand même de varier les sujets que je photographie ou que je suis ou dont je raconte l'histoire. Plus que la problématique de raconter toujours la même chose, en fait, c'est jamais la même chose. Donc, on peut faire 50 fois l'UTMB avec la même personne, il y aura toujours des situations différentes et donc on aura des choses différentes à raconter. Moi, c'est plutôt ce besoin-là d'aller varier les sujets, c'est plus pour moi aussi me challenger, parce que quand on développe des liens avec tous les gens avec qui on travaille, on prend aussi des habitudes, et si on n'a pas envie de rester dans une forme de confort aussi, j'ai besoin moi aussi d'aller faire autre chose. Évidemment, quand je photographie Baptiste Chassagne sur une course, quand la course d'après, je vais photographier Jim, c'est totalement différent en fait, c'est des expériences totalement différentes, et j'ai besoin que ça soit différent, que ça change, et pour pas rester dans une routine et de me challenger et de faire autre chose, quoi, en fait. Est-ce que tu as déjà senti que c'était pas le moment? Est-ce que dans toi, tu as ta propre perception de la situation, ou parce que par les signaux que peut te transmettre la personne qui est là à ce moment-là, c'est pas le moment, et dans ce cas-là, tu baisses ton objectif et tu t'arrêtes parce qu'il n'y aura rien à aller chercher, ou parce que peut-être ça rentre dans un truc trop intime, ou qui n'est pas à sa place à ce moment-là, dans l'instant? Je dirais que ça m'est jamais arrivé dans l'action, dans des situations de vie, chez les gens, ce genre de choses, ça m'est arrivé. Dans l'action, ça m'est jamais arrivé. Les athlètes avec qui je travaille, je pense, sentent mon implication. Ce qu'ils apprécient chez moi, je pense, c'est le fait que j'essaie de me mettre aussi à leur place. Et donc, ils ont une forme aussi ils se disent qu'avec moi, c'est OK, je pense, sur certaines situations. Là où peut-être avec d'autres, ça aurait peut-être été un peu plus bloquant. Je pense que j'arrive à créer cette forme de lien avec eux qui fait qu'ils sont... qui se livrent plus facilement. Ouais, en confiance, exactement. La vidéo, ça t'apporte quoi en complément du travail photo? Pour moi, c'est vraiment deux choses très différentes. Aujourd'hui, quand je pars sur une course, par exemple, je pense que si on me demande de choisir purement le plaisir, je pense que je vais préférer faire de la photo que de la vidéo. Parce qu'il y a une forme de confort aussi à faire de la photo en termes de travail global que ça demande, qui est quand même différent, qui est moins pesant, notamment en post-prod. Et j'aime aussi le fait de capter un instant. Ça, c'est un truc que je trouve hyper fort dans la photo. Comment on peut, en une image, raconter des choses, finalement des heures, quoi. Cette photo typiquement de François, dont peut-être on parlera tout à l'heure, je trouve que c'est hyper révélateur de ça. Pour autant, la vidéo va me permettre d'aller faire des choses dont je pourrais pas me passer et que je peux faire qu'en vidéo. Quand on a 52 minutes sur un film pour raconter quelque chose, en fait, il n'y a que ce format-là qui permet de faire ça. Et personnellement, je suis tellement un amateur de ce format-là, même si je sais que le travail que ça demande, en fait, aujourd'hui, je pourrais pas m'en passer non plus de complètement arrêter cette partie-là. Pour quiconque te suit, notamment sur les réseaux sociaux, on peut noter que tu attaches une importance vraiment particulière aussi aux mots. Est-ce que c'est un indispensable complément à tout ce que tu travailles et traduis avec tes images, avec tes vidéos? C'est un ensemble, c'est un tout qui raconte la même histoire? Moi, je suis absolument convaincu de ça. Une vidéo, un film, c'est un peu différent parce qu'un film peut raconter de lui-même quelque chose. Une photo peut le faire également, mais selon moi, beaucoup plus de force quand on amène le contexte. Et je pourrais pas séparer la photo du texte, des mots. Moi, je considère que mon métier, si on me demande ce que c'est mon métier, je vais d'abord dire que c'est raconter des histoires avant de dire que je suis photographe ou je suis vidéaste. Et raconter des histoires, ça se fait... pour moi, c'est un ensemble. Il y a 1000 manières de faire, encore une fois, mais la manière que je considère la plus forte, c'est de montrer une image et de l'expliquer. Parfois, une photo se suffit elle-même et explique une situation. Dans beaucoup de situations, je pense que c'est nécessaire de l'expliquer. Je pensais que tu allais quitter le podcast comme une très belle façon de raconter les histoires aussi. Je suis vraiment déçu. C'en est une. Je sais que tu aimes bien le podcast. C'en est évidemment une. Ce que tu aimes le plus de ton travail aujourd'hui, de façon très globale, que ce soit dans le petit détail du quotidien comme dans une vision très haute? J'ai une fascination quand même pour les athlètes que je suis. Ce qui est spécial, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont devenus des amis, voire des amis très proches. Et donc, j'ai pas du tout la relation qu'on pourrait avoir purement professionnelle, évidemment. Ce que j'aime le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est que mon métier me permet de vivre avec eux,
des choses que j'aurais jamais vécues autrement. C'est mon métier qui me le permet. En tant qu'ami, seulement ami, je suis pas sûr que j'aurais été avec François Den au Grand Raid, je suis pas sûr que j'aurais suivi Jim par Mons et par Vaux. Donc c'est la hybridation de votre relation finalement, c'est ça? Ouais, je pense, et finalement aussi ce que je leur apporte. Alors je suis leur ami évidemment aussi. J'ai avec tous une relation un peu spéciale qui est finalement assez bizarre et qu'on retrouve rarement, c'est-à-dire que ça va au-delà de la pure amitié. On crée presque des liens, presque des liens de dépendance. On est tellement liés par tout ce que nos vies nous amènent et sont entremêlés, à la fin, le lien est d'une puissance rare, je pense. Et à l'inverse, ce que tu aimes le moins dans ton travail? Ce que j'aime le moins, c'est quand même la pression du résultat, des deadlines, de toutes ces choses, de toute la logistique à gérer autour des projets qu'on mène. C'est toute l'organisation que ça entraîne qui devient de plus en plus importante avec le temps, puisque les projets grossissent et grandissent et ont de plus en plus d'ambition et donc de plus en plus demandent un résultat final qui est important. Et donc c'est toute la pression et ce que ça amène autour qui parfois, moi, je suis quelqu'un de relativement stressé, je pense, et dont le stress peut avoir un impact sur le bien-être au quotidien. Et je me mets beaucoup la pression personnellement, tout seul, là où parfois peut-être c'est pas nécessaire de se la mettre autant. Mais en tout cas, du coup, ça a un impact à la fin sur, on va dire, sur mon bien-être quotidien. Et sur ton travail, est-ce que tu travailles moins bien dans ces conditions? Ce que tu livres finalement sous pression, c'est moins naturel, c'est moins toi? Je dirais pas que ça a un impact. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que ça en est pas. Je suis du genre quand même à travailler un peu last minute. Et parfois, j'ai le temps en fait de faire certaines choses, mais je sais pas si j'aime ça, mais en tout cas, j'ai cette tendance à laisser un peu traîner les choses jusqu'à le moment où je peux plus les laisser traîner. C'est des habitudes de travail qu'il faudrait peut-être corriger, mais en tout cas, c'est comme ça que je travaille et j'ai pas l'impression qu'en tout cas, ça a un impact sur le travail final, mais par contre, ça a un impact clairement sur certaines nuits où je dors pas beaucoup et j'aimerais dormir un peu plus. Quel besoin d'équilibre tu as entre tes projets commerciaux, on va les appeler comme ça, et puis tes projets plus personnels? Est-ce que tu as réussi à aujourd'hui trouver la juste place et le juste équilibre pour chacun? C'est une très bonne question parce que, en lien avec l'épisode précédent, j'ai envie de redonner plus de place à des projets plus personnels où c'est moi l'acteur principal, entre guillemets. Je prends un plaisir fou à être en fait à être dans l'ombre et à être derrière la caméra. Je pense que dans l'année et demie qui vient de se passer, j'ai jamais pris autant de plaisir à en fait mettre en valeur les autres, essayer de les mettre en valeur le plus possible. Mais j'ai ce retour d'une envie de m'accorder plus de temps pour faire des choses plus personnelles. De ce fait-là, l'équilibre jusqu'à présent ne se posait pas vraiment. Jusqu'à la TDS 2022, il se posait puisque j'essayais de mettre les deux de front. J'ai pas réussi. Depuis la TDS 2022, j'ai mis la partie perso de côté et donc j'étais purement impliqué dans la partie pro. Et en fait, ça se passait très bien parce que finalement, j'ai toute mon énergie à consacrer à ça. Et donc, du coup, il n'y avait pas d'équilibre à forcément avoir puisque la partie perso était complètement mise de côté. Avec ses ambitions cette année d'essayer de remettre un peu plus du perso dans le quotidien, on va dire, ça va être intéressant de voir à quel point cette fois-ci je suis capable ou pas de réussir à trouver l'équilibre. Et je pense que c'est mon gros défi cette année, de réussir à prendre plus de temps pour moi. Est-ce que tu ressens de la fierté quand tu regardes là ce que tu as commencé à construire depuis quelques années? C'est quand même relativement récent, tout ça, toute cette histoire, et tu t'es installé, je te le souhaite en tout cas durablement, et en tout cas tout le monde aujourd'hui qui gravite dans le milieu du trail running de près ou de loin, à croiser tes photos ou tes vidéos à un moment ou à un autre. Ça t'inspire de la fierté? C'est un sentiment que tu t'accordes? Ouais, honnêtement, j'ai longtemps eu du mal à être fier de moi. Je suis entouré d'athlètes exceptionnels qui réalisent des exploits extraordinaires. Dans ma famille, j'ai eu des gens que je considérais plus brillants que moi. J'ai toujours eu un peu ce sentiment. Alors, c'est pas vraiment un syndrome de l'imposteur, c'est plutôt d'être entouré par des gens meilleurs que moi. Quand je fais le bilan, là, j'ai fait un peu le bilan cette fin d'année 2023 et j'ai regardé un peu l'année qui venait de passer. J'ai réalisé que j'ai vécu une année exceptionnelle et que j'étais fier en fait du travail que j'avais accompli. Aujourd'hui, les gens, si on tape mon nom sur un réseau social ou dans Google, je pense que ce qui ressort, c'est des choses dont je serais fier. Et ça, c'est quand même pas de prix, quoi, de se dire ça. Pour autant, je reste quelqu'un qui a toujours envie de plus. On a cette discussion souvent avec Baptiste, on est autour du syndrome de vouloir être toujours productif, toujours plus. Quand ça s'arrête, en fait, on peut se poser la question. Mais en tout cas, j'ai envie de plus, c'est sûr, et je considère que même si, objectivement, il y a 3 ans ou il y a 4 ans, quand je me suis installé dans le Beaufortin, on m'aurait dit que j'en suis là aujourd'hui. C'était inimaginable, c'est le cas, et je suis pressé de savoir dans 4 ans où j'en serai, quoi.
Le Graal absolu, c'est quand les gens vont taper sur ChatGPT, sors-moi une image à la Simon Duguay. Alors là, c'est la fin du game. Là. Ouais, là, c'est la fin du game. Ouais, c'est pour ça que finalement, c'est vrai que la photo et l'IA, ça va être sans doute problématique un jour. Ça l'est déjà peut-être un peu. Le documentaire, on a encore un peu de temps, je pense. Ouais, et puis l'âme, ce que tu mets dans tes photos. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu as des inspirations créatives majeures initiales que tu as peut-être connues plus jeune, puis celles aujourd'hui qui ont particulièrement d'influence sur toi? Est-ce qu'il y a des gens dont le travail t'inspire ou la personnalité t'inspire? J'ai des vraies inspirations, des inspirations anciennes qui le sont toujours, des inspirations anciennes qui ne le sont plus, des nouveaux horizons que je regarde beaucoup plus depuis plus récemment et qui m'inspirent de plus en plus. Quand j'analyse ça, je trouve que c'est intéressant parce que même si on a tous envie de se créer un style, je pense que c'est aussi bien de savoir se remettre en question et savoir évoluer aussi. Et en tout cas, moi, je suis quelqu'un d'hyper curieux, j'aime essayer aussi les choses et j'ai pas envie de m'enfermer dans un style ou dans une manière de raconter les choses. Historiquement, j'ai envie de dire que Billy Yang, je sais pas si tu connais cet Américain, qui a été un peu un des précurseurs à faire du documentaire dans le trail. Un Américain qui habite sur la côte ouest et qui a sorti les premiers grands docs en trail sur YouTube. Il a une chaîne YouTube à l'origine, c'est là-dessus qu'il postait et qui cartonnait. On parle de quelle période? Là, il est toujours actif, même si aujourd'hui, Billy Yang, il bosse plus pour des marques et il est un peu moins actif sur sa chaîne à faire ses propres docs qu'il autoproduit, etc. C'est Bill Old maintenant? Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais Billy Yang, je dirais que les premiers docs, ça doit être le début des années 2010, je dirais. Ok. Non, c'est quand même pas si loin que ça. Et Billy Yang, il a sorti quelques documentaires qui, moi, personnellement, m'ont marqué et m'ont donné aussi envie de faire ça. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, aussi peut-être parce que je le connais, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et puis le personnage est finalement pas le personnage que j'imaginais forcément, donc je me suis aussi un tout petit peu détaché de son travail, peut-être pour ça, mais ça n'enlève en rien certains documentaires incroyables qu'il a pu produire par le passé. Life in a Day, tapez Billy Yang dans YouTube, vous allez voir des choses assez incroyables. Tapez pas Paul Young, vous aurez de la musique très mauvaise par contre. Tapez bien Billy Yang. Et puis donc ça a été une des premières sous-inspirations, en tout cas pour ce qui concerne le trail. J'ai toujours été beaucoup inspiré par tous les grands documentaires sportifs, et à ce titre-là, il y a quelqu'un c'est un réalisateur, c'est pas un producteur d'images à proprement parler, il est pas cadreur, il est vraiment réal, mais qui m'a énormément inspiré, c'est Vincent Alix. Il a été longtemps à la tête du magazine Intérieur Sport sur Canal+, et les plus grands docs sportifs, je pense que c'est lui qui les a produits, et il a fait des documentaires qui resteront très longtemps comme des références et qui nous parlent à tous en tant que passionnés de sport. Il nous a fait suivre des sports que la lutte, personnellement, j'aurais jamais pensé passer 45 minutes devant un documentaire sur la lutte, sur un Iranien qui fait de la lutte, et lui il en était capable. La lutte, oui, mais pas la lutte. Non, et Vincent Alix, vraie source d'inspiration, plus dans la narration. D'ailleurs, j'ai appris qu'il avait été recruté par Kylian Mbappé pour faire un documentaire sur Kylian, donc voilà, là il est sur un projet un peu plus grand maintenant. Après, en termes d'inspiration créative, plus stylistique, j'ai envie de dire, en hybride, je dirais qu'il y a quand même Alexis Berg. C'est une évidence qu'Alexis m'a beaucoup inspiré, à la fois sur le style de ses photos, très cinématographique, amener ce côté aussi assez journalistique, je trouve, dans son approche reportage, capter un instant, une émotion, expliquer un moment, expliquer des choses aussi qu'on connaissait peu et qu'il a été le premier à expliquer, la Barclay, les grandes courses américaines. Il y a ça que j'adorais chez Alexis. C'était le seul à pouvoir avoir accès à des très grands champions. Cet aspect-là, moi, ça m'a beaucoup inspiré chez Alexis. Le style de ses images, j'ai toujours trouvé qu'il faisait des très très belles images. Et puis aujourd'hui, j'ai des nouvelles sources d'inspiration qui sont pas dans le trail, qui sont plutôt dans le vélo. Dans le vélo, il y a tout un courant, je trouve, de photographes hyper talentueux. Il y a toute une bande là qui se balade un peu sur toutes les grandes courses toute l'année, sur le World Tour, sur le Tour de France, sur toutes les classiques. Je pense notamment au couple Gruber, Jared et Ashley, je crois qu'elle s'appelle. Alors c'est très différent du style qu'on voit en trail. Je trouve ça hyper inspirant et c'est très très beau. Il y a Sean Hardy, pareil, un photographe qui fait que de la photo quasiment de vélo, qui est incroyable. Je vous invite à aller voir sa page Instagram. C'est, d'un point de vue du style, c'est superbe et c'est très très cinéma. C'est très cinéma dans le style. Et moi, c'est vraiment le style de photo que j'aime beaucoup. J'ai envie de citer aussi une collègue qui, d'une certaine manière, m'inspire aussi, c'est Charlotte Lindé. Charlotte, vraiment, j'adore son style, beaucoup plus dark. Et finalement, elle a amené, je trouve, quelque chose aussi un peu différent de ce qu'on voyait. Et, d'une certaine manière, je m'en suis aussi un peu inspiré par moments, sur certains moments que je trouvais intéressants à raconter de cette manière. Donc
Donc voilà, j'essaie d'aller picorer un peu partout et surtout j'essaie d'aller voir un peu ailleurs que dans le trail aujourd'hui. Et pour se renouveler, on a besoin d'aller voir autre chose. Merci beaucoup Simon. On va parler de la hard rock d'Aurélien, si tu es d'accord. À quel point tu le connaissais Aurélien Dunant-Palaz avant de te lancer dans ce projet, donc d'aller documenter sa hard rock l'année dernière? Ça fait quelques temps que je suis dans le milieu et que je gravite dans les courses et je me suis fait ma place. Globalement, tous les athlètes savent plus ou moins qui je suis et je sais qui ils sont, plus ou moins tous aussi. Donc on avait plus ou moins cette relation avec Aurélien, c'est-à-dire qu'on savait l'un et l'autre qui on était, mais on se connaissait pas plus que ça. Avant de commencer ce projet avec lui sur la hard rock, j'avais des a priori sur Aurélien. C'est pas forcément négatif ou positif, j'avais des idées un peu reçues sur le personnage, qui il était, son caractère, etc. Et j'avais hâte en fait de savoir si je m'étais fait une fausse idée ou si j'avais vu juste, et donc de découvrir. Vraiment, moi, ça m'intéressait de découvrir Aurélien à ce moment-là, d'autant plus que je savais qu'il serait dans un contexte hors de sa zone de confort, et donc je trouvais que c'était d'autant plus intéressant de le découvrir dans ce contexte-là où finalement il serait un peu livré à lui-même et où il serait obligé de me montrer qui il est vraiment et pas se cacher derrière des choses et des habitudes, etc. Donc j'avais vraiment hâte de le découvrir, mais objectivement, je le connaissais pas beaucoup. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un certain niveau d'attachement ou d'affinité émotionnelle pour finalement mieux filmer ou mieux shooter quelqu'un? Ça peut être un atout indéniable. C'est pas un prérequis, mais ça peut apporter en plus. Ouais, je pense que c'est pas un prérequis par contre. Voire même, ça peut être un désavantage. Ouais. Je pense que ça peut être un avantage important dans le sens où on va aller chercher des choses dans l'intimité, là où quelqu'un qui a pas la proximité avec la personne, avec l'athlète, ne pourra jamais aller. À l'inverse, parfois ça laisse un peu trop dans un confort et donc il y a des choses qui nous paraissent évidentes qui ne le sont pas en fait. Et ces choses-là, on va pas forcément aller les raconter, on va pas forcément les filmer, les documenter. Or, ça aurait été intéressant sans doute pour la narration. Donc, il faut aussi constamment se remettre en question, je pense, quand on connaît très bien la personne et qu'on a un lien intime avec, pour aussi se questionner sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais je pense pas que ce soit un prérequis, je pense pas. À quel moment il est né ce projet de film-là, de Gold Rush? Peut-être qu'on y reviendra, mais j'ai une fascination particulière pour l'ultra en général. Mais quand on parle d'ultra, le berceau de l'ultra trail, c'est les États-Unis. Donc les courses américaines, les grandes courses américaines, les grands 100 miles, ça m'a toujours vraiment fasciné. D'ailleurs, dans les premiers contenus dont je parlais de Billy Young, il y a beaucoup les 100 miles américains. La hard rock, évidemment, la Western States aussi, Leadville, toutes ces courses-là. J'ai eu la chance en 2022 d'aller documenter la Western States. Et je suis ressorti de là bouleversé. C'est la première fois que je voyais ça et c'est la première fois que je mettais les pieds là-bas pour voir du trail à l'américaine, de l'ultra à l'américaine. Et en sortant de ça, je me suis dit, il faut que j'y retourne. Il faut que je continue à aller découvrir. Là, j'ai vraiment à peine touché. Il faut que j'aille vraiment voir encore plus que ce que c'est. Donc, j'ai très vite planifié de retourner aux États-Unis l'année d'après. Le fait est que la Western States et la Hard Rock, c'est relativement proche dans le calendrier. La Western States, c'est à la fin juin, c'est mi-juillet pour la Hard Rock. Et donc, je m'étais dit que j'allais faire le doublé cette fois entre les deux. Il n'y a pas que Courtenay qui a le droit d'enchaîner. Exactement. Toutes les courses. Et du coup, je m'étais dit ça pour 2023, quand le tirage au sort, parce que c'est des courses qui sont très dures d'accès, hein, donc il y a des tirages au sort qui sont très très compliqués. 146 partants là. Exactement, donc c'est comme pour des milliers de demandes, hein, donc il faut bien se rendre compte, et d'autant plus qu'il y a des systèmes de plus on fait la hard rock, plus on a de chances d'être pris, donc quand c'est notre première fois qu'on tente, là on n'a quasiment aucune chance. Quand la liste des participants est tombée pour la hard rock, il y avait Aurélien dedans. Et donc forcément, je me suis dit que c'était une porte d'entrée naturelle pour moi. Si je devais documenter la hard rock, Aurélien serait une porte d'entrée idéale. Parce que français, parce que on se connaissait déjà un petit peu, parce que j'avais des liens aussi avec ses partenaires. Plein de raisons qui faisaient que ça pouvait faire du sens. C'est un peu comme ça que l'idée est née dans ma tête. J'en ai parlé à Guillaume Vautier, la personne chez Compressport qui gère toute la partie marketing, communication, d'un projet potentiel, avec Aurélien en tout cas, sur la hard rock. Ça l'a emballé tout de suite. C'est un peu comme ça que ça s'est amorcé. Et puis après, le projet a mûri et voilà. Pour expliquer peut-être à nos auditeurs les grands principes d'une pré-production comme celle-là sur un film, c'est quoi les grandes phases, les grands cycles? Combien de temps avant ça démarre? Ça peut varier beaucoup. Déjà, ça part du mode de financement. Parce que là, en l'occurrence, le projet est financé en grande majorité par un des partenaires d'Aurélien. Et c'est souvent le cas, en fait, sur ce genre de projet-là. C'est souvent les marques qui sponsorisent les athlètes qui sont les financeurs.
Forcément, comme la finance, elles ont quand même leur mot à dire. En général, c'est quand même assez courant que l'amorce vienne d'elles. Elles ont un athlète sur une course, elles ont envie de raconter quelque chose et puis elles font appel à nous pour ça. Sans avoir forcément l'approche créative justement pour venir chercher ça. Parfois, elles ont des idées claires, parfois non. En fonction, on apporte ou non cette partie storytelling. En l'occurrence, là, avec Aurélien, c'était un peu différent parce que j'avais déjà une idée assez clair en tête de ce que j'avais envie de faire sur la hard rock, et donc je suis arrivé et j'ai parlé de ce projet à Guillaume en lui portant un projet déjà plus ou moins clé en main, parce que j'avais déjà vraiment réfléchi à la question et je savais exactement ce que j'avais envie de faire sur cette course-là. Par contre, je savais pas à quel point lui il serait intéressé, d'autant plus que c'était une approche un peu particulière qui mettait pas forcément d'abord en avant son athlète, mais d'abord en avant la course. Donc j'avais quand même des interrogations, et le fait est que ça lui a plu. C'était quoi là les éléments, tes partis pris, ta vision de ce film-là ? Alors je trouvais et je trouve de manière générale, on raconte beaucoup d'histoires sur les athlètes qui courent des courses, et finalement on raconte assez peu des histoires de courses auxquelles des athlètes participent. J'avais envie de prendre un peu le contre-pied de ce qui se fait en général sur ce genre de course-là, et là ça aurait pu être d'autant plus le cas dans le sens où Aurélien, il y avait sans doute quelque chose à raconter comme ça, du petit gars d'ébauche qui allait faire une course aux États-Unis, et il y avait sans doute, d'un point de vue storytelling, ça aurait pu sans doute marcher. Mais moi, ça m'intéressait plus de le prendre dans l'autre sens et de voir à travers sa course et raconter à travers sa course, à travers son expérience, ce que c'était ce mythe de la hard rock. Et ça a été mon parti pris, ça a été l'angle que je trouvais intéressant en tout cas, et c'est comme ça que je l'ai pitché à Guillaume, et c'est comme ça que j'ai essayé de le raconter ensuite. Guillaume a été particulièrement intéressé justement par cette approche un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, et les premiers retours sur le film me laissent penser que on a pris le bon choix. Enfin, je considère que même si c'est moi qui porte l'idée, à la fin, ça reste une idée collective, et que Guillaume a totalement participé aussi à me faire aussi un petit peu à modeler en fait cette idée-là au départ. C'est un peu brut toujours, et puis après on a besoin d'un collectif pour modeler tout ça, et je trouve qu'à la fin, en tout cas les premiers retours me laissent penser que ça fonctionne, en tout cas l'angle qu'on a choisi, et ça c'est quand même hyper valorisant. Ouais, c'est une belle preuve de maturité aussi. On peut parfois se dire que les marques vont avoir tendance à vouloir parler d'elles beaucoup, à être auto-centrées. Et la vraie question, c'est quelle valeur tu vas apporter à la personne qui va être en contact avec l'expérience de contenu que tu lui proposes. Et c'était en soi presque un pari risqué, tu vois. Et qui a été... Je trouve que les marques le comprennent de plus en plus. En fait, le message passe jamais aussi bien que quand il est subtil et quand il n'est pas forcé. Et ça, je trouve que les marques le comprennent. En tout cas, à titre personnel, j'ai de plus en plus de liberté, et je le ressens dans la manière de narrer les choses, et je trouve qu'à la fin, tout le monde est gagnant. Je suis d'accord. Tu es arrivé à Silverstone après avoir fait un petit crochet à Falstaff, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Flagstaff, pardon, pour avoir Jess, c'est ça ? Jess et Jim, qui ont eu une maison à Flagstaff, et donc un petit crochet quand même. Ils étaient aux États-Unis à ce moment-là pour voir la famille, donc j'en ai profité. Ton impression en arrivant à Silvertown, est-ce que c'était différent déjà de ta première expérience à la Western ? Est-ce que tu as été un peu déstabilisé ? Complètement. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant que tu parles de Flagstaff, parce que donc, j'arrive aux États-Unis par Flagstaff. Déjà, Flagstaff, c'est à 2200 mètres d'altitude, donc c'est un plateau en haute altitude. C'est un peu pour caricaturer, c'est un peu le hit end des États-Unis. D'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui s'entraînent à Flagstaff. Déjà, l'altitude, j'avais jamais vraiment expérimenté ça, mais là, je ressens que l'altitude a quelque chose, m'agresse quelque part. Je me sens un peu agressé par l'altitude, par le climat aride, etc. Et je discute pendant quelques jours. Je suis avec Jim et Jess. On avait déjà beaucoup discuté de l'hard rock parce qu'ils passent beaucoup de temps au Colorado, en général en été, quand ils sont aux États-Unis. Ils connaissent très bien le coin autour de Silverton, et donc ils m'en parlent beaucoup. Et donc je me fais déjà beaucoup d'idées en fait sur ce que je vais voir. Je m'étais évidemment depuis toujours beaucoup documenté sur cette course qui me fascinait. J'avais vu beaucoup d'images, beaucoup de choses. Quand je suis arrivé, la première fois à Silverton, je me souviens très bien, c'est une route un peu sinueuse qui descend dans une vallée, et Silverton est en bas d'une vallée. Bon, faut s'imaginer que la vallée est quand même à presque 3000 mètres d'altitude. Nous, on arrive d'un col à 3600 mètres, quelque chose comme ça, et on a cette petite route qui tortille, et au détour d'un virage, là, on aperçoit Silverton. À cet endroit-là, je pense que ça a été fait exprès, parce que les voitures s'arrêtaient tellement qu'ils ont, au bout d'un moment, aménagé quelque chose pour garer la voiture. Et en fait, j'étais obligé de me garer, quoi. Et je me suis garé, et je suis sorti de la voiture, et je me souviens avoir fait une photo, et j'étais juste... j'étais bouche bée, quoi. Et c'était exactement comme je l'avais imaginé. En tout cas, ouais, l'idée que je m'en faisais, c'était vraiment ça. C'était ce cliché du petit village américain dans les fins fonds des montagnes, avec une rue unique, et ouais, ça m'a marqué. La première fois où déjà j'ai vu Silverton, puis après, quelques minutes plus tard, où je suis entré dans Silverton, ça m'a vraiment marqué. Dans quelle disposition t'as trouvé Aurélien en arrivant sur place ? Est-ce que tu avais le sentiment qu'il était en mission et complètement investi par sa course ? Ce que j'ai découvert d'Aurélien, que je connaissais pas forcément avant,
il est calme. Voire, il est presque quand... De l'extérieur, je pense que les gens peuvent avoir l'impression qu'il n'a pas d'émotion. Tellement il est... on a l'impression que rien ne le touche. Rien ne le touche. Il était pas du tout stressé, je pense. Vraiment pas stressé. On avait presque l'impression que ça le touchait pas, en fait. Tout ce qu'il avait autour de lui, il était quand même dans un endroit très particulier, très différent de ce qu'il a l'habitude, une culture différente, des montagnes différentes, l'altitude. Il va participer à une course quand même mythique et j'avais l'impression que ça n'avait pas d'effet sur lui. Et je pense que quand on est un grand champion, ça, c'est une qualité qui est hors norme, parce que ne pas subir toutes les émotions qui peuvent nous tomber dessus, c'est quand même un vrai gage de performance. Et là-dessus, il m'a bluffé. Vraiment stoïque, impressionnant de contrôle, de contrôle, exactement, de contrôle. Il y a un personnage clé aussi dans le film qui est Dale Garland, qui est le directeur de course. On sait que souvent dans des courses comme ça, aussi emblématiques, aussi mythiques, elles sont presque incarnées par la personne qui en tout cas les dirige ou en tout cas exprime leur vision par cette course-là. Est-ce que c'est le cas aussi avec lui? Est-ce que finalement l'esprit qu'on peut trouver là-bas, c'est avant tout le sien? Je dirais que c'est en partie le sien, mais c'est l'esprit de toute l'équipe qui est avec lui. Dale, c'est la figure parce que c'est le race director, comme eux ils l'appellent. C'est lui qu'on va voir, qu'on a envie d'interviewer, parce que c'est un peu la figure. Mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est une organisation qui est très horizontale. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'une autre. Et en fait, comment dire, au PSG, l'institution en fait est au-dessus. Complètement. Et là, Là, c'est criant de vérité, cette chose-là. Lui, il travaille pour... il se donne corps et âme pour la hard rock. Le terme institution, je trouve, est vraiment le bon terme en l'occurrence. Dale, c'est... moi, j'ai été vraiment marqué. On parlait dans l'épisode précédent un peu de communauté dans le trail. Est-ce que ça existe, ça n'existe pas? J'avais déjà été marqué par ça à la Western States l'année précédente. Et là, ça a pris une toute autre dimension à Silverton. Il faut se rendre compte que Silverton, c'est une toute petite ville où il y a, je sais pas il y a exactement combien d'habitants, mais peut-être 800, je crois qu'on en parle dans le film. Ils sont 600 coureurs, je crois. Là, pour le coup, le mot communauté, community, comme ils disent les Américains, prend tout son sens. C'est une vraie famille, une vraie grande, belle famille. Et ce qui m'a marqué et qui m'a touché personnellement, c'est qu'ils m'ont accueilli parmi eux. Et dès lors qu'ils ont compris que moi, j'étais là parce que j'étais fasciné par ce qu'il y avait autour de moi, ils n'ont pas hésité une seule seconde à m'accueillir comme un des leurs. Et ça, je ne l'ai jamais vécu comme je l'ai vécu là-bas. C'était quoi les difficultés pour toi d'un point de vue technique sur le tournage? Est-ce qu'il y avait des challenges ou des inconnus? Les États-Unis, c'est quand même très différent de ce qu'on connaît en Europe par la difficulté d'accès, en fait. On pourrait penser le contraire, on pourrait se dire que c'est des endroits... c'est très peuplé, etc. Là, en l'occurrence, le Colorado, c'est très dépeuplé. Et les distances sont énormes, les routes sont... beaucoup plus compliqué, beaucoup de pistes en fait. Et donc, sur une course comme la Hard Rock, c'est déjà un peu vrai sur la Western States, même si c'est un peu moins vrai parce que c'est quand même beaucoup des routes bitume, mais il y a beaucoup de distances. Là, la Hard Rock, c'est beaucoup d'endroits quand même compliqués d'accès et surtout, c'est très long. C'est très très long entre les points. Ça, c'est une vraie difficulté logistique de se déplacer sur les points et couvrir une course comme ça. C'est un autre challenge qu'en Europe. T'as fait bosser Ludo Pomeray d'ailleurs. On le voit sur certains passages. Effectivement. Alors, il y a qui était le pacer d'Aurélien. Ouais, tout à fait. Ludo a été du vrai aide. Ouais. Et d'ailleurs, je suis hyper content que Ludo soit tiré au sort pour l'année prochaine. Ça va être une belle récompense pour lui. T'as le temps, dans ces moments-là, de profiter de ce que tu vis? Ou est-ce que t'es tellement dans l'objectif de délivrer quelque chose et finalement là pour bosser? Est-ce que ça te laisse quand même de la place pour un moment lever les yeux et puis te dire que t'es au bon endroit et que t'as une chance de vivre ça? Il y a eu deux choses qui ont été positives. La première, c'est que je suis quand même arrivé relativement en amont de la course. Et donc, en fait, les points clés de la course, on les a fait avec Aurélien, plus ou moins en reco, en pré-shooting, en amont de la course. Et donc, là, j'en ai profité à fond. Même si j'ai beaucoup souffert de l'altitude, personnellement. J'ai quand même vraiment eu le temps de profiter des paysages, de l'atmosphère. Et ce qui faisait que, en fait, j'ai pas eu cette frustration pendant la course de me dire que j'en avais pas profité avant et que c'était un peu le rush. Et ce qui est le cas quand on est pendant la course. Rush. Ouais, exactement. J'ai quand même vraiment profité en amont et ce qui m'a permis pendant la course de profiter de l'atmosphère purement de la course. Mais le reste, j'avais déjà profité. Donc, j'ai pas du tout senti de frustration de ce point de vue-là. Je vais spoiler quelque chose que personne n'a remarqué, mais Aurélien va gagner la Hard Rock un peu plus de 23h. Donc voilà, je livre le scoop. On est le 4 janvier, je crois que c'est le moment maintenant de dire les choses, osons les dire. Il a brillamment maîtrisé sa course. Il n'y a pas eu de question. Clairement. Il a été vraiment au-dessus du sujet très largement. Dans ce cadre-là et de manière générale, est-ce qu'une ligne d'arrivée, c'est un moment qui te prend aux tripes en observateur? En observateur, oui.
Là, en l'occurrence, pas trop, pour diverses raisons. Pour la première raison, c'est que on est concentré à faire, surtout quand on fait un film, le moment où il arrive, c'est quand même un moment hyper important et clé, évidemment. Et on sait qu'on n'a pas le droit de se tromper, donc on est hyper concentré sur le fait que tout fonctionne. La deuxième chose, c'est que maintenant, avec les temps qu'ils font sur la Hard Rock, ils arrivent de nuit, les premiers. Aurélien est arrivé de nuit. Et donc, on est toujours un peu frustré parce que y a ces vieilles lumières de ville pas très belles. Il n'y a pas de belles lumières, quoi. Globalement, on n'a pas les plus belles images se font pas là. Donc, j'en ai pas vraiment profité en l'occurrence. De manière générale, c'est quand même des moments que j'aime beaucoup, les arrivées, mais notamment quand je dois faire de la photo. Mais en vidéo, c'est toujours un peu plus stressant et on n'a pas vraiment le droit de se manquer, donc le fait qu'Aurélien était quand même beaucoup dans la retenue pour ceux qui ont vu les images aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui même dans ces moments-là garde beaucoup. Tout à fait, qui est assez, je sais pas qu'il est pudique ou si, en tout cas, il exprime relativement peu ses émotions et donc voir quelqu'un qui pleure, ça transporte toujours un peu plus, hein, ça c'est évident. Mais quelque part, c'est une forme, c'est assez beau aussi de voir quelqu'un qui arrive à se retenir, quoi, qui arrive à se maîtriser. C'est aussi admirable, hein, en quelque sorte. Les dernières images à peine filmées, est-ce que tu sais tout de suite ce que le film va être, ou là il y a peut-être plus de choses que tu découvres, du contenu que tu n'as pas vraiment contrôlé, ou est-ce que globalement sur tout ce que tu as pu élaborer en pré-prod et puis confronté à la réalité du terrain, tu sais précisément où tu vas et comment tout ça va s'imbriquer, trouver sa place? J'ai une idée, parce qu'en fait, sur ce genre de projet, on écrit quand même ce qu'on veut raconter. Donc on sait où on veut aller, on a déjà à peu près une idée de séquencier, donc de chapitres qui succèdent dans le film. T'as le titre déjà ou pas? J'ai pas le titre. Et moi, dans mon processus créatif, il y a énormément de choses qui arrivent aussi quand je mets les mains dans le cambouis. À titre personnel, c'est comme ça aussi que beaucoup je fonctionne. Et j'ai besoin de me laisser une part d'instinct à ce moment-là. Je prends conscience avec le temps que plus on est préparé, plus on est efficace et on gagne du temps sur plein de choses. Par contre, à titre personnel, ça me paraît essentiel de laisser une part d'improvisation, en tout cas d'instinct sur la partie post-prod, parce qu'il y a une forme de magie qui peut être créée que là, je pense. Et donc du coup, j'ai des idées, mais j'ai pas vu par exemple les images que Ludo m'a ramenées. Il y a des choses comme ça en fait que je ne sais pas typiquement et que je découvre au moment de la post-production. Dans le film, justement, Dale explique, je crois que c'est lui, qu'on devient une personne différente après avoir fait la hard rock, en tout cas après avoir embrassé le caillou à la toute fin de la course. Je suis pas sûr que tu l'as embrassé, non. Mais est-ce que toi t'es sorti différent de cette hard rock? Complètement, j'oserais pas l'embrasser, ça c'est clair et net. C'est une évidence, tant que j'aurais pas couru cette course, ça c'est évident que jamais j'embrasserai ce caillou. Je pense que je suis sorti différent de cette expérience-là parce que ça m'a confirmé des choses, des questions que je me posais. Déjà mon rapport à ce sport, la passion aussi que je pouvais avoir. Est-ce que c'était vraiment rationnel, cette passion que j'ai pour ce sport-là, pour cette pratique-là qui est l'ultra? Et je suis sorti de là en ayant des réponses là-dessus, en comprenant finalement que je pourrais pas m'en passer. Il y a eu trop de passion pendant les quelques jours où j'étais à Silverstone, pendant la course. J'ai trop ressenti d'émotions et ça m'a fait prendre conscience que c'est juste essentiel à ma vie aujourd'hui. Il y a une personne dont on ne peut pas ne pas parler, si on parle de la hard rock, c'est Courtney. Qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas déjà été dit sur elle et sur ce qui était alors une des étapes de la brillante performance et de l'enchaînement de courses qu'elle a fait cette année, mais qui s'inscrit dans une carrière. Je vais te laisser te débrouiller avec les adjectifs. Bon courage. Ouais, là, bon courage parce que Courtney. Alors, je connais pas Courtney. Enfin, on a déjà un peu échangé, mais je peux pas dire que je la connais. Pour le coup, j'ai beaucoup discuté d'elle avec Alexis, qui travaille au long cours avec Courtney, qui était là d'ailleurs à Silverstone pour la suivre sur la course. C'était marrant parce qu'on se croise avec Alexis à un endroit qui s'appelle Green Mountain, c'est après, je dirais, peut-être 30 km, un col à 4000 mètres. Et là, c'est Anne-Lise qui est devant à ce moment-là dans la course. On est quand même encore au début de course, hein. Étonné de voir Anne-Lise devant Courtney. Et visiblement, Courtney n'était pas super en forme. Et puis Alexis me dit, mais non, t'inquiète. Puis la course passe. Et puis, comme d'habitude, elle gagne de façon brillante, encore une fois. 3 semaines après la Western States. Et après, peut-être la plus grande performance de l'histoire de ce sport à la Western States. Les monuments, quand on parle de Courtney, je pense que on a une chance incroyable de vivre cette époque-là. Je pense que c'est comme les gens qui ont vu jouer Jordan au basket. Je pense que c'est du même acabit. On a une chance incroyable. Tu as vu Jordan faire ton assistance aussi. C'est vrai. Le bon Jordan. Mais il n'a pas le même compte en banque, mais je pense qu'on est vraiment chanceux d'être contemporain de ça. Que ça continue encore et encore. Ouais, on peut se poser la question combien de temps ça va continuer à ce rythme, mais en tout cas, j'ai un peu de peine des fois pour Katie Schide parce que je pense qu'elle aurait eu toute autre dimension si Courtney n'avait pas existé, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis elle a une carrière qui est brillante. Tout à fait. C'est très beau de la suivre et de la voir sur toutes les courses.
J'ai une question qui s'appelle quelle différence avec un 100 miles européen? Tu as le droit à 50 différences maximum. Mais vu le temps de notre épisode, je pense qu'on va pas se lancer sur ce sujet. Ça pourrait être presque un épisode en soi entre la différence culturelle. Ouais, on se garde sous le coude. Ce sera une question à un moment qui mérite quand même d'être posée et qui mérite d'être répondue. C'est important aussi. C'est une course que tu pourrais avoir envie de courir un jour? Ce baiser là, Je crois qu'en fait, c'est Jessica Brazo, la femme de Jim Walmsley, avec qui je discutais de ça, et elle m'a toujours parlé de son amour pour Silverton, pour le Colorado, pour les San Juan, c'est le nom du comté où a lieu la course. Et même si j'étais fasciné par la hard rock, je comprenais pas les adjectifs dithyrambiques qu'elle avait, et cette fascination. Et en fait, je suis ressorti de là. La première chose, c'est que la première fois que je suis allé à Silverton, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Ok, maintenant j'ai compris, quoi ». Je crois que je suis un peu tombé amoureux aussi de ces montagnes-là et de ce coin-là, et ça me donnerait vraiment, vraiment envie de la courir un jour, je pense. Nos auditeurs ont logiquement tous envie d'aller se ruer sur The Gold Rush, la fameuse ruée vers l'or. Improvisation honteuse. Comment ils peuvent le voir aujourd'hui là, c'est quoi la meilleure façon d'accéder Il va passer en salle pendant le trail, fait son cinéma, donc je pense que les premières dates sont fin janvier, il me semble. Donc ça va plus ou moins tomber avec la sortie de l'épisode. Donc il y a toute une partie qui va être dispo là en salle. Je pense que c'est le meilleur moyen de le voir parce que c'est quand même une image cinéma et c'est toujours plus valorisant de voir ça en salle. Et après, ensuite, il y aura ça sera disponible sur Internet d'une manière ou d'une autre, sans doute YouTube. Je peux pas m'avancer parce que c'est pas moi qui ai forcément la main là-dessus, mais ça sera sans doute dispo gratuitement, sans doute plus tard dans l'année, au printemps sans doute. Mais allez le voir en salle. C'est quoi la plus belle chose qu'on puisse te dire là? T'es à la sortie de la projection, quelqu'un vient te voir et te parle en une phrase du film. Qu'est-ce que t'aimerais entendre qui te ferait dire que tu as réussi ce que tu imaginais? J'aimerais qu'on me dise que la hard rock, c'est quand même une course incroyable. C'est le message que j'ai voulu délivrer dans ce film-là, même si c'est relativement court et que c'est parfois très frustrant de faire ce genre de format qu'on aimerait faire beaucoup plus long. En tout cas, je pense que j'ai quand même réussi à donner un peu de ce que c'est la hard rock, en tout cas de laisser apercevoir ce que c'est. Et si on me dit que c'est une course incroyable, alors je crois que j'aurais réussi mon pari. Merci beaucoup Simon. Si vous voulez des compléments auditifs sur cette course, j'ai eu la chance qu'Aurélien me la raconte dans l'épisode 119 de Course épique, solide comme un roc. Donc si vous avez un peu de temps devant vous et que vous voulez vous plonger avec les oreilles avant d'aller vous frotter les yeux et vous émerveiller en salle, c'est disponible sur toutes les plateformes audio. On va se parler de François maintenant. Ouais. François, tu nous l'as dit, c'est quelqu'un qui fait maintenant partie de ton entourage. On a compris pour ceux qui ont écouté le premier épisode à quel point il avait été aussi lui fondateur et que tu as prouvé beaucoup d'admiration très tôt pour lui. On te voit souvent écrire en tout cas que c'est le plus grand ultra-trailer de l'histoire, selon toi. Tes critères d'appréciation de ça, qu'est-ce qui te donne cette conviction? Je pense que quand on parle de plus grand trailer de l'histoire, il n'y a pas de débat, c'est Kilian Jornet. Je pense qu'on ne va pas débattre de cette question pendant encore un petit moment. Quand on parle d'ultra-trail, par contre, je pense que c'est un avis assez objectif de dire que François est le plus grand par la longévité, par la spécialisation aussi qu'il a fait de l'ultra-trail, notamment du 100 miles. Personne mieux que lui maîtrise cette distance et ne l'a maîtrisée. On se rend compte aussi que finalement les gens qui ont duré et qui ont gagné dans le temps, en fait il n'y en a quasiment pas dans cette discipline-là qui est l'ultra, qui est hyper particulière. Même Kilian, il a fait entre le début des années 2010 et la fin des années 2017 quand il revient à l'UTMB, il a eu toute une grosse période où il fait plus d'ultra, il en fait toujours très peu finalement. Le palmarès de François sur ultra, il n'y a personne qui l'a dans le monde. Il a tout gagné plusieurs fois, il a gagné sans doute la course du siècle en 2017 à l'UTMB. Je pense que son palmarès, il y a un intérieur sport sur lui à la Diagonale des Fous en 2018, fait par Vincent Alix d'ailleurs, où il y a un moment cette phrase de Vincent qui dit son CV est un livre. Je crois que ça résume tout. Et il y a eu 5 ans depuis. Et il y a eu 5 ans depuis. Ça s'est étoffé. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que François performe comme ça, s'inscrive dans le temps? Je pense que j'ai des réponses aujourd'hui, ou en tout cas des éléments qui me permettent de comprendre un peu mieux ça, parce que du coup je le connais personnellement et je peux vivre aussi un peu son quotidien. C'est quelqu'un qui a un détachement par rapport à sa pratique, à son sport. C'est pas pour autant je pense que c'est un des plus grands passionnés de la montagne que je connaisse. Il a un amour profond pour cet environnement-là dans lequel il vit, dans lequel il travaille quelque part, parce que c'est son travail. Mais c'est d'abord ça qui le guide avant la performance pure. Attention, ça reste un très très grand compétiteur et quand il s'agit d'aller gagner, c'est vraiment un grand champion.
Mais je pense pas que ce soit ça qui le drive. Et ce détachement qu'il a par rapport à la performance quotidienne, j'ai envie de dire, ça lui donne une force mentale inouïe. C'est un maître de la gestion, je pense. Et c'est aussi ça qui a fait qu'il a été si fort au fil des ans, et il a si bien géré sa carrière. Après, il a des qualités physiques naturelles hors normes, mais je pense que c'est ça, son mental et sa manière de gérer a été parfaite. Et c'est pas fini, on a hâte de le voir là sur le Thor. Le retour. Et je disais, je sais plus, c'est dans l'épisode 1 ou ici que les plus belles histoires sont souvent les comebacks. Enfin, en tout cas, ça vient après des déceptions. Et là, je pense qu'après l'année qu'il a vécue l'année dernière, l'année 2024, ça va être fort. À quel moment il s'est dessiné ce projet de Diag? L'idée, c'est donc que tu documentes, que tu photographies François. Est-ce que c'est dès lors que François a formulé officiellement son envie d'aller sur la course, qui a été assez tardif par rapport à la Diag elle-même? Je ne sais plus combien de temps avant, ça devait être peut-être courant septembre ou début octobre, pour fin octobre, quelque chose comme ça. Est-ce que ça a été à son initiative? Comment tout ça a vu le jour? Effectivement, en fait, le contexte est hyper particulier parce que François, je ne sais pas si je révèle des choses, mais en tout cas, François a pris sa décision très 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 tard sur avis médical, parce qu'il avait toute une batterie d'examens après les différents problèmes médicaux qu'il a eu cette année, là, fin septembre. Et en fait, c'était un point de passage pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire en fin de saison. Il avait différentes options sur la table. Quand il a eu le feu vert des médecins, de son chirurgien, lui, il avait une très très forte envie de Diag. Il en parlait un tout petit peu avant. C'est-à-dire depuis, je me souviens, on a couru ensemble en septembre, et déjà, il en parlait de façon un peu floue. Et donc, on avait en tête que c'était potentiellement une option. Pour autant, il a pris sa décision hyper tard. Et donc, c'est au moment où il a annoncé sa décision. C'était un mercredi matin. Il me l'avait annoncé la veille. Mais la veille, il m'annonce simplement qu'il va faire la course. Le mercredi matin, il annonce de façon officielle. Et le mercredi après-midi, il m'a appelé pour me demander si j'étais chaud pour le suivre. T'as dit non? Je peux pas... J'ai évidemment dit non. Désolé, je suis pris. C'est une compète de badminton, ça tombe Exactement. vraiment très mal. Et la Réunion, en plus, au mois d'octobre, comptez Ouais, pas sur pas moi. terrible. Tu connaissais pas la Réunion? Jamais été. C'était la première fois aussi que tu suivais François sur une course? Tout à fait. C'est la première fois, et quelque part, c'est une forme d'accomplissement aussi. Comme j'expliquais, François, ça a été quelqu'un d'hyper fondateur dans la passion que j'ai pour ce sport. Évidemment, j'ai changé complètement de regard sur la personne, puisqu'aujourd'hui, c'est un ami, mais là où avant, c'était presque une idole. Mais c'était la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Tu as documenté sa course dès les débuts, dès l'avant-course, donc sans révéler quoi que ce soit qui soit confidentiel, mais voilà, dans quelle disposition tu l'as trouvé? C'était comme ce que tu disais, une reprise quand même après de longs mois de blessures. Comment est-ce qu'il était? C'est aussi son jardin là-bas? Exactement. En fait, ce qui est impressionnant avec François Daen à la Réunion, c'est à quel point c'est une star, et je pense que ça doit être très pesant. Je pense qu'il arrive à ne pas le faire ressentir aux gens. Je pense qu'on prend conscience de ce que c'est d'être un peu un sportif star dans le foot, ou c'est peut-être encore des dimensions autres, hein, mais là c'était impressionnant. Il peut pas se déplacer sans prendre ça en compte, en fait, parce qu'il sait que tout va être plus lent, parce qu'il va devoir faire des photos, il va devoir signer des autographes, etc. Et la dimension de ce que c'est François Daen, c'est vraiment une icône à La Réunion, et c'est impressionnant de voir ça. Moi, j'ai déjà vécu ça avec Jim, notamment. J'avais eu l'expérience assez particulière à Nice, UTMB, juste avant, où on a été un peu exfiltré pour sortir de la zone des podiums, parce que sinon on serait jamais sorti, quoi, tellement il y avait de gens qui demandaient qu'il l'arrêtait. Et finalement, le trail running, c'est aussi en train de devenir ça, et je pense qu'il faut en prendre conscience. Comment est-ce qu'il s'est organisé ton suivi de course? C'était quoi un peu je sais pas s'il y avait un cahier des charges, mais en tout cas les attentes qui étaient peut-être formulées par François, ou toi ce que tu avais envie de produire et de restituer de cette Diag? Alors, la chance que j'ai, de manière générale, j'ai envie de dire, et là c'était encore plus le cas, les gens qui font appel à moi me laissent beaucoup de liberté dans la manière dont je travaille. François, je pense une des raisons profondes pour lesquelles il voulait bosser avec moi, et ce pourquoi on va sans doute pas mal bosser ensemble. On parlait de mobilité, de la manière dont je pratique mon travail, et ça c'est un truc que je pense qui lui plaît fondamentalement à François, de cette capacité que je peux peut-être avoir à aller déjà être autonome, je pense, à pouvoir naviguer un peu seul, à la force de mes jambes. Et je pense qu'il savait que c'était un vrai atout sur une course comme la Diag, que moi personnellement je connaissais pas, mais lui il avait bien conscience de ça, qu'il pouvait me jeter dans ma fat et que je me débrouillerais. Et donc du coup on m'a laissé quand même carte libre. L'idée principale c'était évidemment de raconter à la fois en live, quand on avait du réseau évidemment, mais à la fois en live la course, et d'en garder une trace plus d'archives entre guillemets et d'histoire. Et à partir de là, j'avais plus ou moins carte libre pour amener les images qui me semblaient répondre à ça.
T'as pas mal cavalé pendant cette diagonale des Ouais. flots. La rumeur dit que t'as peut-être chopé même quelques segments Strava. tellement t'as Non, fait. non. Non, mais t'as quand même pas mal cavalé pour suivre Ouais. François et assez longtemps, 40 bornes. Ouais, une quarantaine de kilomètres, ouais. Un peu plus même. Ça, c'est un challenge avec un boîtier à la main. Autant faire 40 km avec un boîtier, je l'ai fait, je le referai et c'est pas ce qui m'effraie, c'est même quelque chose qui m'excite plutôt quand je suis à l'orée d'une mission comme celle-là. Par contre là, ce que j'avais pas forcément conscience du défi, notamment de la météo, de la chaleur. Je pense que j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie en courant. Je me souviens là après, je suis monté, j'ai essayé de prendre l'avance sur François pour aller faire des photos un peu au-dessus de Roche Plate. Et... J'ai un souvenir de ce passage aussi effroyable de chaleur. J'ai l'impression d'avoir été aussi autant écrasé par la chaleur. Ah mais je pense que dans ma vie, j'ai jamais ressenti ça. J'étais une flaque vivante. Et François, quand il m'a vu arriver au sommet de Roche Plate, il m'en a reparlé après la course, ça l'a marqué quoi, tellement j'étais transpirant et vraiment ça m'a usé physiquement. C'était éprouvant physiquement. Mais c'est un défi hyper excitant. Il y a un des moments qui a été figé à jamais, cette photo que j'ai mentionnée brièvement tout à l'heure de François dans l'eau. Est-ce que, quand il se passe un moment comme ça, est-ce que tu as l'impression d'avoir, je parlais à l'ancienne, un cliché, tu vois, quelque chose qui va rester durablement, que là c'est une photo qui est quand même différente des autres et que cet instant-là, il est particulièrement précieux et durable dans le temps, quoi. Honnêtement, au moment où j'ai fait la photo, je crois que j'ai tout de suite eu conscience que j'étais en train de prendre une photo qui était différente des autres. J'ai repris conscience de ça après la course, par le nombre de messages qu'on m'a envoyés. J'ai de la chance d'avoir pas mal de gens qui me suivent et qui sont de manière générale enthousiastes souvent, et c'est valorisant, mais jamais j'ai eu autant de réactions et de commentaires personnels et de messages privés de gens me parlant de cette photo. Je crois que c'était un peu pareil pour François aussi, et de manière générale, voilà, j'ai jamais eu autant de retours sur une photo, et je crois que c'est une preuve qu'elle a marqué les gens. C'est pour ça que je fais de la photo, je crois. François, sans trahir de secret, a été en difficulté à un certain nombre de moments sur la course. Est-ce que toi qui as son contact au plus près de lui, est-ce que ça t'affecte ? Est-ce qu'émotionnellement, il se passe forcément un truc et tu perds ton regard d'observateur professionnel qui est là pour délivrer des photos, mais ce moment de fragilité ou de vulnérabilité qu'on lui connaît peut-être pas tant, est-ce que ça rayonne sur toi ? Personnellement, moi, je me suis forgé dans l'histoire une image de François Daen, l'indestructible, le gars qui gagne, toutes les courses qu'il fait, il les gagne. J'ai vécu un peu en même temps que tout le monde cette fragilité. J'étais là quand même pour une mission et pour documenter ce que j'étais en train de voir, donc j'essaie évidemment de rester dans ce rôle-là. Nous, on fait notre métier, on n'est pas là pour faire de l'assistance, on n'est pas là. Donc on se doit de garder une certaine distance, mais effectivement, ça a été particulier de voir ça, et je crois qu'on a pris conscience aussi par le fait qu'on donne des infos en live via des photos, que cette fragilité-là qu'il n'avait jamais connue, finalement ça touchait beaucoup les gens, et je crois finalement ça l'a rendu un peu plus humain, et quelque part il en a tiré aussi des bénéfices, je pense. On est là, c'est un peu pris par le temps, mais est-ce qu'il y a un ou deux autres passages mémorables de la course ? Je pense peut-être à Debras ou au chemin des Anglais, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment des moments particuliers à extraire de cette péripétie incroyable qu'est la Diag ? Du coup, ce qui s'est passé, par exemple, moi j'ai été marqué par le chemin des Anglais, vraiment marqué, et le chemin des Anglais, et ce qui s'est passé juste après, le ravitaillement qui est juste après le chemin des Anglais. Déjà, le chemin des Anglais, on m'en avait beaucoup parlé, évidemment, c'est un endroit mythique dans la planète trail, j'ai envie de dire, on en a beaucoup parlé, et j'ai toujours trouvé, c'était un a priori encore de ma part, qu'on en faisait beaucoup autour du chemin des Anglais, et puis j'ai vu ce que c'était, et je trouve qu'on n'en fait pas tant que ça en fait. C'est quelque chose, j'étais vraiment marqué, et donc à ce moment-là, François était vraiment n'avançait plus, vraiment il souffrait. Voilà, de le voir dans la souffrance comme ça, en pleine nuit, sur ce chemin des Anglais, ça a été quand même fort. Et puis juste après le ravitaillement, il était vraiment au fond du trou, vraiment au fond du trou. Je sais pas si je le reverrai comme ça, parce que je suis pas sûr qu'il reprenne le départ d'une course dans ces conditions-là. Waouh, c'était marquant à quel point il était dans le dur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu une fois. Je sais pas si je le revivrai, mais en tout cas, c'était fort. Ouais. C'est vrai, pour recontextualiser, c'était quand même un sacré pari pour François de se relancer sur une course qu'est la Diag. Il n'a pas choisi l'option la plus facile, donc c'est aussi, je trouve, très, très courageux. Moi, j'ai été aussi frappé. J'ai eu la chance d'être à l'arrivée aussi. Moi, le monument, je l'ai pris en pleine face. Là, j'ai trouvé avec beaucoup de dignité, ouais. Voilà, et c'était très émouvant finalement aussi ce moment-là, j'ai trouvé, même si lui exprime pas une émotion particulièrement visible, mais moi j'ai vraiment été pris par ce moment. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais
il en a imposé vraiment, je trouvais. Et je trouve que tu as utilisé un mot qui est hyper juste, c'est la dignité. Et en fait, après, évidemment, on en a beaucoup discuté ensemble après la course et je lui ai posé la question, pourquoi t'as pas abandonné ? Pourquoi t'as pas mis fin au calvaire ? Et en fait, je pense que c'est une question de dignité et de respect de lui, du champion qu'il était, de la légende ce qu'il représente, et notamment sur cette île. Et pour tout ça, il voulait aller au bout. Et en fait, je trouve que c'est un message hyper fort qu'il a envoyé. François, donc c'est un monument. Cette course, elle en est un aussi. Moi, je l'ai découverte aussi cette année comme toi. Moi, j'ai été stupéfait par sa difficulté, en fait. C'est-à-dire, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il n'y avait pas un mètre offert nulle part, à aucun moment. Il y a eu cette chaleur écrasante que j'ai ressentie au même moment que toi, particulièrement. Toi aussi, tu as été étonné par sa difficulté, surpris ? J'ai été surpris. J'ai découvert Mafate, du coup, principalement, parce que en fait, les 50 premiers kilomètres, on peut un peu naviguer comme sur des courses un peu classiques en voiture, de point en point. C'est dans la nuit, donc on voit pas grand-chose. Par contre, après, du coup, moi, j'ai fait tout le cirque de Mafate et j'étais surpris de la difficulté. Surtout, quelque chose qui est... on prend pas vraiment conscience de ça tant qu'on l'a pas vu. C'est une course qui est particulièrement difficile parce que plus on avance, plus c'est difficile. Ce qui est facile au début et ce qui est difficile à la fin. Et en fait... c'est de plus en plus difficile et c'est impressionnant. J'ai une petite frustration d'y être allé trop peu et de ne pas avoir vu assez, et j'ai envie d'aller découvrir plus et me rendre compte encore plus. Ok, on sait où te chercher fin octobre, l'année prochaine. Sans spoil. No spoiler. Merci beaucoup. Bravo à François quand même pour sa direct. Ouais, c'était encore génial de l'avoir sur la ligne de départ et puis de le voir franchir la ligne d'arrivée. On va parler maintenant d'avenir. Rapidement, peut-être Simon, nous dire quels sont tes projets à la fois sportifs, ils sont très clairs. Là, tu viens de les exposer récemment dans une vidéo sur YouTube. Donc, il y a 3 gros objectifs dont tu vas nous parler, et puis des objectifs secondaires qui vont se greffer à tout ça. Et puis, d'un point de vue pro, peut-être ce que tu as envie d'accomplir et de réaliser en 2024. Alors, très rapidement sur la partie perso, parce que vous l'avez compris sans doute à l'écoute des 2 épisodes, je vous renvoie au premier si vous ne l'avez pas écouté, mais j'ai retrouvé en tout cas l'envie d'aller essayer de voir ce dont je suis capable. Et donc, j'ai 3 objectifs principaux qui seront le marathon de Paris, Alsace-Baï-UTMB, le format 100K et la TDS. Oui, la TDS. Je reviens pour fermer le chapitre. J'ai vraiment envie de fermer le chapitre et de passer à autre chose. Je crois que j'en ai besoin. Je crois que c'est le moment pour le faire parce que je suis aujourd'hui dans une situation professionnelle. Ça me permet de faire la transition qui me donne l'opportunité de faire ça parce que je suis plus établi, parce que j'ai des clients qui sont plus réguliers, parce que j'ai aucune pression financière. Et ce qui me permet aussi de choisir un peu les projets que j'ai envie de faire. Et ça, c'est une chance inestimable. Donc du coup, je considère que c'est le bon moment peut-être pour reprendre un peu plus de temps pour moi. Et ça ne veut pas du tout dire que je délaisse la partie professionnelle. Au contraire, 2024, ça va être les plus gros projets que j'ai jamais réalisés, pour vous teaser un peu. Je ne peux pas trop dire encore exactement sur de quoi ça va traiter. Il y a plusieurs gros projets qui sont dans les tuyaux. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez me voir sur les plus grandes courses de la planète et sans doute avec les plus grands athlètes. Et avec ça, je vous laisse imaginer un peu de quoi mon année sera faite. On a hâte de voir en détail. C'est la classique question de clôture de ce podcast. C'est le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise en tête que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs ? J'ai un tout petit peu effleuré le sujet. Je ne sais pas si c'était pendant le podcast ou en off, mais rester libre. Pour moi, c'est une condition essentielle au bonheur. On est dans des sociétés qui sont organisées, qui sont faites pour nous aliéner à plein de choses, à nous rendre dépendants de plein de choses, à nous rendre addicts à plein de choses. Je pense qu'on n'est jamais aussi heureux que quand on est libre de ses choix, libre de ses actions. C'est vraiment le seul phare qu'il y a pour guider mon chemin. Je pense que c'est ça et ça sera toujours le cas. Et c'est pour ça aussi que je pense que je suis si épanoui aujourd'hui, c'est parce que c'est ça qui me guide et tant que ça me guidera, je pense que je serai heureux. Merci beaucoup Simon, je vais donc te libérer avec la fin de ce 2e épisode. Merci de nous avoir fait vivre ces différentes courses épiques, tantôt dans la peau d'un coureur, tantôt avec celle de ta casquette de vidéaste et de photographe, ton travail qui allie sans concession, exigence et passion. C'est la voie au rang d'art, oui je l'ose, qui enrichit la communauté des amoureux de la course à pied et puis de la montagne que nous sommes. Donc merci pour tout ça, c'est une chance pour nous de pouvoir vivre aussi ce sport avec ton regard. Je souhaite que le succès accompagne chacun de tes pas, que ce soit sur les sentiers ou derrière un objectif, mais voilà, que tu continues à prendre beaucoup de plaisir, à te sentir libre, et puis voilà, à nous donner à voir de si belle manière notre sport. Merci beaucoup Guillaume, et puis évidemment quand même un petit mot aussi sur tout ce que tu entreprends. Je pense qu'on est dans un milieu aussi où il y a beaucoup de choses qui se font, mais on a besoin aussi de cette dynamique collective pour
pour tous progresser et chacun, je pense qu'on apporte notre pierre à l'édifice et t'en fais évidemment partie, donc merci pour tout ça. Merci à toi et merci pour ton accueil, c'était un très chouette moment. Au plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.